Bonjour, je vais vous parler d'un sujet qui préoccupe bien du monde. Il s'agit du bien-être de toute personne handicapée qui ne peut subvenir seule à ses besoins. Et sans doute vous êtes-vous déjà posé la question de savoir quelle serait l'organisation idéale à créer pour que tous ceux qui agissent pour cette personne puissent le faire de façon harmonieuse, puissent lui accorder le temps et l'attention qu'il lui faut, et puisse lui apporter les compensations que la solidarité accepte de lui accorder. Il y a peut-être un trésor là-dessous à découvrir, propriété de tous. Pourra-t-il changer le monde? Creusons cette question. Pour chaque personne donc, quel que soit son âge ou la nature et la gravité de son handicap, à quelles conditions pourra-t-elle gouverner et piloter sa vie? À quelles conditions pourra-t-elle être protégée et défendue contre tout, tout le temps, jusqu'au bout? À quelles conditions pourra-t-elle trouver et obtenir les meilleures compensations possibles? Est-ce une utopie? Est-ce possible? Comment faire tout ça? Jusqu'où? Développons ce sujet avec vous. D'ici vous propose ici de voir finalement comment augmenter une personne diminuée. Augmenter, ça veut dire comment équiper la personne, comment la transformer, aider d'une certaine façon pour qu'elle ait des capacités, des pouvoirs, dirons-nous, hors de l'ordinaire. Vous pouvez bien imaginer que ceci n'est possible que par une organisation particulière de personnes autour de la personne, organisation qui se cherche aujourd'hui et qui donnerait vraiment le pouvoir d'agir aux plus faibles. En quelques diapos, vous allez comprendre les grands principes de l'organisation proposée par DDC, avec ses 5 rôles et ce que doivent en comprendre les acteurs qui tiendraient ces rôles. Vous verrez, ce n'est qu'une question de solidarité, d'intelligence collective et de rôle éclairé. Le premier rôle de cette organisation est tenu bien naturellement par la personne elle-même. Personne qui n'appartient qu'à elle-même en qualité d'individu à part entière. Cette personne ne doit pas subir ni trop faire avec son environnement. Elle doit pouvoir décider et obtenir ce qu'il lui faut. On parlera d'accessibilité au sens large, c'est-à-dire de son pouvoir d'accéder à l'autodétermination, de son pouvoir à accéder à la compensation qui lui est due par la loi. Le deuxième rôle le plus important est celui de sa défense ultime. Sa défense ultime. Ce rôle lui donne le pouvoir de se protéger et de se défendre contre tout, tout le temps, jusqu'au bout. Une ou plusieurs personnes physiques, des gens, on verra plus tard pourquoi cette précision, pour les distinguer des personnes morales. Donc une ou plusieurs personnes physiques vont s'organiser et se relayer tout au long de sa vie pour assurer sa protection et sa défense. Ils partageront avec elle ses secrets et défendront sa voix. L'organisation de ce rôle appelle 1001 questions. Quant au choix et au renouvellement des acteurs, préférentiellement des acteurs de cœur, bénévoles, sans conflit d'intérêt, de loyauté ou de subordination. Quant aux habilitations,
légitimité et reconnaissance qu'elles devront avoir. Quant aux pouvoirs et prérogatives qu'on leur accordera, quant aux articulations légales qu'elles auront pour renforcer l'application des lois de protection des personnes, mais enfin et aussi quant à l'éthique, au soutien qu'elles pourront avoir de la société civile, des institutions, des personnes morales de tous ordres au service de la solidarité. Le troisième rôle le plus important est celui qui s'occupe de la situation. Ce terme est un peu long, il désigne un rôle aujourd'hui compris comme coordinateur, mais ici bien plus complet encore, avec bien d'autres pouvoirs et prérogatives qu'il faudra faire respecter. Ce rôle donne à la personne le pouvoir de trouver, de négocier et d'évaluer les compensations qui lui sont dues. En effet, comment pourrions-nous imaginer qu'une personne diminuée et ses proches, fatigués, puissent seuls se débrouiller dans la complexité du système de solidarité actuel, alors même que des professionnels aguerris n'y parviennent pas? Pour jouer ce rôle, il faudra donc une organisation de personnes physiques, des professionnels, soutenus et financés par la solidarité, ou financés par les personnes morales qui en vivent, des professionnels donc choisis par la personne et ses défenseurs ultimes. Ces professionnels travailleront de concert avec la défense ultime et se relayeront dans le secret de l'intimité de la personne. La tenue dans le temps de ce rôle permettra un pilotage de la compensation sans rupture. On en arrive ainsi à quelque chose de majeur dans la compensation de la personne et de son pouvoir d'agir. Vient d'être créée une triangularisation de trois rôles très fortement liés dans le temps et l'espace et fonctionnant toujours ensemble. Repris ici par le qualificatif intriqué. Cette triangularisation, c'est la personne, sa défense ultime, c'est-à-dire les acteurs de cœur bénévoles qui tiennent ce rôle, et celui qui s'occupe de sa situation, c'est-à-dire les professionnels qui tiennent ce rôle. Par cette triangularisation de ces trois rôles, la personne est ainsi augmentée. Je vous rappelle, le terme qu'on emploie ici est celui de l'exosquelette qui permet à une personne d'avoir une compensation exogène pour faire quelque chose qu'elle ne pourrait pas faire autrement. Cette augmentation donne à la personne le pouvoir d'être soi-même, de se défendre et d'avoir ce qu'il lui faut. Ainsi, le faible qui ne pouvait pas peut maintenant à l'égal du fort. Le quatrième rôle est celui tenu par tous les intervenants, qu'ils soient bénévoles ou professionnels, de toute nature, de toute provenance, de toute prérogative usuelle, dès lors qu'ils interviennent dans le cadre d'une prestation de compensation humaine. Ce sont ici aussi, comme dans les rôles 1, 2 et 3, des personnes physiques, financées ou non par la solidarité, ou salariées ou non par des personnes morales de la solidarité. Tous ces acteurs, quels qu'ils soient, doivent comprendre qu'ils agissent sur commande de la triangularisation et qu'ils seront évalués par elle et plus tard payés par elle.
On imagine bien alors le retournement de pouvoir que l'organisation radicalement nouvelle là introduit. Le pouvoir revient à la personne augmentée qui gouverne et pilote sa vie. Nous en arrivons au cinquième rôle. Jusqu'à présent, nous avons parlé de personnes physiques, des gens en chair et en os. Ici, pour la première fois, nous allons parler des personnes morales et le rôle qu'elles tiennent dans la faisabilité et le soutien de cette organisation. Que ce soit la société civile, ses lois, sa justice, les pouvoirs publics, les institutions, les agences, les pouvoirs locaux, les unions de ceci ou de cela, les fédérations, l'enseignement, les associations, les établissements et toutes les autres entités du même ordre, du monde de la santé, du médico-social ou du social, tous doivent venir en soutien de l'intelligence collective au service du plus faible et de son organisation de compensation. Toutes ces personnes morales doivent donc comprendre qu'elles sont tout entières au service d'une intelligence collective, d'un ordre supérieur, adapté à chaque situation, organisation qui les dépasse et qu'elles doivent servir. On retrouve là le rééquilibrage des pouvoirs au profit de la personne vulnérable. Les professionnels, personnes physiques, qui appartiennent à ces entités morales, qui en même temps jouent dans les rôles 3 et 4, doivent comprendre qu'ils sont soumis à une double subordination. D'une part, celle du processus d'accompagnement, piloté par la personne vulnérable augmentée et sa triangularisation. D'autre part, par celle de leur employeur ou profession libérale. La première subordination étant soutenue par la seconde. Ces entités morales-là doivent toutes comprendre qu'elles sont au service de la personne augmentée qui leur commande des actions en application des lois de la solidarité. L'intelligence collective qui permet donc à toute personne diminuée d'être augmentée est une organisation universelle en 5 rôles où tous les acteurs connaissent les rôles qu'ils doivent jouer. Et pour revoir ce que nous venons de dire, voici en résumé ces 5 rôles. Et voici le processus qui suit cette organisation en 5 rôles. En conclusion, nous parlions d'un trésor, propriété de tous, à découvrir ensemble. C'est peut-être à partir de cette intelligence collective organisée là, sous ce processus en 5 rôles, que toutes les améliorations de terrain, abordées sous différents angles, pourront être traitées. Par exemple, la désinstitutionnalisation, l'inclusion, l'autodétermination, la socialisation, le travail, l'habitat inclusif, le vieillissement, l'enfance, etc. Mais cette fois, en disant bien comment on doit être organisé pour faire tout cela. À l'image de l'eau qui alimente toutes les rigoles, les ruisseaux, les rivières, les fleuves, d'un même bassin de vie pour revenir à la mer. À l'image de la sève, des racines, du tronc, qui tiennent et alimentent
les branches, les branchettes, les feuilles et les fruits d'un arbre pour mieux revenir à ceux qui en ont besoin. Cette organisation-là est la source mère où s'alimente et se nourrit tout ce dont rêve une personne handicapée et tout ce dont espèrent ses proches. Je vous remercie.